Je m'appelle André Lebeau et c'est avec grand plaisir que je vous propose aujourd'hui la lecture de 5 textes choisis spécialement pour vous avec Lire à tout âge. Je vais commencer cette séance de lecture avec le conte intitulé Une fâcheuse compagnie de l'auteur québécois Jacques Ferron. Il est tiré du recueil Contes, publié en 1968 et il a été réédité récemment et disponible en librairie. Alors voilà. Une fâcheuse compagnie. J'étais nouveau dans la pratique. Par un air de suffisance, je cachais les inquiétudes que me causait mon personnage. Un jour, je fus appelé à Saint-Yvon, un des villages de la paroisse de Cloridorme, dans le comté de Gaspé-Nord. On était en hiver. La mer formait un immense champ de glace avec, çà et là, des trouées noires et fumantes. Dans les vieux comtés, où règne l'habitant casanier et chatouilleux sur la propriété, on ne partagera jamais avec ses voisins d'autre bétail que les oiseaux du ciel. À Saint-Yvon, il n'en va pas de même. On subit l'influence de la mer, qui est à tous et à chacun. Cela donne un régime moins mesquin, favorisant l'entraide et la société. Par exemple, chats et chiens sont aux soins de tout le monde, et les cochons aussi, hélas. Ces derniers restent dehors durant l'hiver. On prétend que ça les dégourdit. Ils errent autour des maisons, impudents et familiers, en quête de déchets. Par les jours ensoleillés, ils se divisent en truies et en verras, mais c'est pour mieux se rapprocher. Ils s'en donnent alors à cœur joie, sans aucune retenue, comme de vrais cochons. Un passant survient-il, ils enfilent derrière lui sans attendre d'invitation. Tombe-t-il une bordée, ce sont eux qui tracent des sentiers dans la neige fraîche. Tels sont les cochons de Saint-Yvon, au demeurant fabricant de l'art comme leurs confrères des vieux comtés et criant aussi haut leur déplaisir quand vient l'heure de le livrer. Je suis donc mandé dans ce village. Je m'y amène. L'autoneige du postillon continue vers Gaspé. J'entre au magasin pour m'enquérir de mon patient. Approchez, dit le marchand, et il m'indique par une fenêtre, à l'est de l'anse, le long du plein, la maison où celui-ci m'attend. Renseigné, je reviens au comptoir sur lequel, avant de m'approcher de la fenêtre, j'avais déposé ma trousse. C'est une belle trousse noire et luisante, qui a les oreilles en l'air. Il ne faut pas la regarder longtemps avant de se rendre compte qu'elle est neuve. Acré, dit le marchand, vous avez là, docteur, un beau Portuna. J'en suis déconcerté. Pourquoi nomme-t-il ainsi ma trousse? Veut-il se moquer de moi? Avec un sourire un peu niais, je le remercie. Je le salue et j'arrive enfin à la porte, bien content de sortir du magasin. Puis, quelque peu rasséréné par le grand air, je m'engage, Portuna sous le bras, dans le sentier des cochons voyés. Je m'aperçus alors que mon personnage soulevait de l'intérêt. On écartait discrètement un rideau pour le voir, ou bien on le regardait crûment au travers des vitres. Cette curiosité était assez légitime. N'étais-je pas nouveau venu dans la place? Pour qu'on se fît bonne opinion, je marchais sans hâte, avec toute la dignité possible, et tout alla bien durant quelque temps. Puis j'entendis un grognement. Je jetai un coup d'œil derrière moi
et je vis la bête. D'abord, je me demandais, amusé, qu'est-ce qui lui prend de me suivre, ce cochon? Mon amusement, hélas, ne dura guère. Je me souvins du coin obscur, quelque peu truffé, que j'avais dans le cœur et que je croyais, à cette époque, être le seul à posséder. Pour rien au monde, je n'en eusse avoué la présence. Et voilà qu'au moment où, par une démarche lente de cheval de corbillard, je cherchais à être digne de ma noble profession, cette horrible bête, de son groin infaillible, découvrait ce coin caché à la vue de tout un village. Que faire en l'occurrence? Le mieux, me dis-je, est de n'en pas faire cas. Je continuai donc, mais je n'étais pas heureux. Le cochon ne me laissait guère. Je l'entendais grogner à intervalles réguliers. Bientôt, il me sembla que ces intervalles se rapprochaient et que de l'un à l'autre, les grognements ne se ressemblaient guère. Qu'est-ce que cela pouvait signifier? Pour en avoir le cœur net, je jetai un autre coup d'œil par-dessus mon épaule. Le portunat a failli me tomber des bras. Ils étaient 4. Un passe encore, mais 4, c'était plus que mon amour-propre n'en pouvait souffrir. Je fus donc sur le point de perdre la tête et de me retourner contre ces maudits cochons pour leur botter le groin. La dignité m'en empêcha. D'ailleurs, je n'étais pas à bout de ressources. Si je m'arrête, me dis-je, ils passeront peut-être devant moi. Il s'agira alors de ne pas les suivre. Je me mets donc à côté du sentier. J'allume une cigarette. Les cochons n'ont rien à fumer, mais ils arrêtent aussi et rien n'indique qu'ils se laisseront persuader de prendre les devants. Je continue alors avec l'espoir qu'ils resteront figés sur place. Ils repartent aussitôt. Il me reste, à tant le pas, à décourager leur poursuite. Peine perdue. Ils ne me lâchent pas. Ils trottent derrière moi avec de joyeux grognements. Il n'y a plus rien à faire. Je suis déshonoré à jamais. Les maisons se pressent sur mon passage. Tout le village a le spectacle d'un docteur en médecine suivi de 4 cochons. J'eus le courage de continuer. J'arrivais d'ailleurs à la maison où j'étais attendu. Je frappai. On vint ouvrir. Je m'attendais au pire. Par exemple, à ce qu'on dise: ne vous gênez pas, docteur, faites entrer vos amis. On me reçut avec une politesse exquise. Les cochons restèrent dehors. Et maintenant, 4 courts poèmes d'Émile Nelligan, le plus connu et un des plus grands poètes québécois. Ils sont parus dans son recueil publié en 1903 et regroupés sous le thème Les jardins de l'enfance, où le poète pleure le paradis perdu de l'enfance. Pour retrouver un peu de ce bonheur, il se remémore d'anciens souvenirs qui sont tous reliés à sa mère, et je crois que nous avons tous de bons souvenirs reliés à notre mère, et ces poèmes vont nous permettre de nous replonger dans ces souvenirs. Voici le livre duquel sont tirés ces poèmes. Premier remords. Au temps où je portais des habits de velours, éparses sur mon col roulaient mes boucles brunes. J'avais de grands yeux purs comme le clair des lunes. Dès l'aube, je partais, sac au dos, les pas lourds.
Mais en route aussitôt, je tramais des détours. Et narguant les pions de mes jeunes rancunes, je montais à l'assaut des pommes et des prunes, dans les vergers bordant les murailles des cours. Étant ainsi resté loin des autres élèves, loin des bancs, tout un mois, à vivre au gré des rêves, un soir à la maison, craintif, comme j'entrais, devant le crucifix où sa lèvre se colle, ma mère était en pleurs. Ô mes ardents regrets! Depuis, je fus toujours le premier à l'école. Maintenant, ma mère. Quelquefois sur ma tête, elle met ses mains pures, blanches ainsi que des frissons blancs de guipure. Elle me baise au front, me parle tendrement, d'une voix au son d'or mélancoliquement. Elle a les yeux couleur de ma vague chimère. Ô toute poésie, ô toute extase, ô mère. À l'autel de ses pieds, je l'honore en pleurant. Je suis toujours petit pour elle, quoique grand. Voici maintenant devant 3 portraits de ma mère. Ma mère, que je l'aime en ce portrait ancien, peint au jour glorieux qu'elle était jeune fille, le front couleur de lys et le regard qui brille, comme un éblouissant miroir vénitien. Ma mère que voici n'est plus du tout la même. Les rides ont creusé le beau marbre frontal. Elle a perdu l'éclat du temps sentimental, où son hymen chanta comme un rose poème. Aujourd'hui, je compare, et j'en suis triste aussi, ce front nimbé de joie et ce front de soucis. Soleil d'or, brouillard dense au couchant des années. Mais mystère de cœur qui ne peut s'éclairer, comment puis-je sourire à ces lèvres fanées? Au portrait qui sourit, comment puis-je pleurer? Et finalement, le talisman. Pour la lutte qui s'ouvre au seuil des mauvais jours, ma mère m'a fait don d'un petit portrait d'elle, un gage auquel je suis resté depuis fidèle, et qu'à mon cou suspend un cordon de velours. Sur l'autel de ton cœur, puisque la mort m'appelle, enfant, je veillerai, m'a-t-elle dit toujours, que ceci chasse au loin les funestes amours, comme un lampion d'or, gardien d'une chapelle. Ah, sois tranquille en les ténèbres du cercueil. Ce talisman sacré de ma jeunesse en deuil préservera ton fils des bras de la luxure. Tant j'aurais peur de voir un jour sur ton portrait couler de tes yeux doux les pleurs d'une blessure. Mère, dont je mourrais plein d'éternels regrets. Dans un tout autre registre, je vais vous faire connaître la vie de misère des allumetières de l'Outaouais, telle que racontée par Jacinthe Duval. Il s'agit ici d'un texte documentaire accompagnant une entrevue diffusée à l'émission Aujourd'hui l'Histoire avec Jacques Beauchamp sur les ondes d'Ici Première de Radio-Canada le 15 février 2020. Donc, la vie de misère des allumetières de l'Outaouais. 12 heures par jour, 6 jours par semaine, elles trempaient, une à une, des allumettes de bois dans le phosphore blanc, une substance hautement toxique
qui les empoisonnait et faisait pourrir leurs mâchoires. Le tout pour un salaire de crève-faim. De 1854 à 1928, ce fut le destin de plus de 1000 employés de l'usine E.B. Eddy de Hull, le plus important fabricant d'allumettes du Commonwealth. Jacinthe Duval, archiviste, raconte à Jacques Beauchamp comment ces ouvrières ont fait école dans l'histoire du syndicalisme canadien et des normes de sécurité du travail, en plus de façonner une partie de la ville de Hull. Ezra Butler Eddy, un entrepreneur américain, s'installe en Outaouais en 1851 pour profiter de la souplesse des règles canadiennes concernant la production d'allumettes phosphorées. Ses premières employées travaillent de chez elles à empaqueter les allumettes qu'Eddy produit lui-même à partir de bois rejetés par les scieries. La fortune qu'il accumule lui permet d'acheter des terres et de construire une usine. Les femmes aux allumettes. Ces femmes qu'il embauche à partir de 1890 sont, pour la majorité, canadiennes-françaises, catholiques, soit jeunes ou célibataires et issues de milieux pauvres. Elles sont payées à la pièce pour un salaire annuel d'environ 150 $, n'ont ni vacances ni congés et s'exposent à de graves accidents. Outre les incendies, elles risquent la nécrose maxillaire, une maladie de la mâchoire dont le seul traitement est l'amputation. Souvent incapables de payer les frais médicaux, elles s'opèrent elles-mêmes, à la maison. Organiser la lutte. Endossées par l'Église catholique, les allumetières rejoignent, en 1918, la toute nouvelle Association ouvrière catholique féminine de Hull, le premier syndicat féminin au pays. Cette année-là, la E.B. Eddy souhaite instaurer un nouveau cadre de travail qui forcerait les employés à travailler beaucoup plus tard. Ces dernières votent une grève qui dure 3 jours. Elles sont immédiatement mises en lock-out, mais à l'heure où les mouvements de grève secouent le monde occidental, les dirigeants veulent éviter que la situation ne se dégrade au point où ils devraient faire davantage de concessions. Les revendications des allumetières sont acceptées. Un ajustement salarial ainsi qu'une reconnaissance officielle du syndicat. Les contre-attaques. En 1924, les mouvements de grève se sont estompés et le directeur de l'usine souhaite en profiter. Il coupe les salaires de 40 %, refuse de reconnaître le syndicat et veut obliger les employés à signer un contrat interdisant de souscrire à toute forme d'organisation ouvrière. La grève est de nouveau votée, mais cette fois, elle dure 6 mois. Avec une dénommée Donalda Charon à leur tête, elles manifestent et reçoivent l'appui de la population, mais sont tout de même désavantagées au terme des négociations. La compression salariale est moins importante que prévu, mais le syndicat perd sa reconnaissance et toutes les allumetières qui en étaient trop proches sont mises à pied. Selon Jacinthe Duval, le combat des allumetières de Hull a permis de faire connaître les dangers du phosphore blanc au monde entier et il a poussé la société de ce temps à reconnaître les droits des femmes. Sur une note un peu plus philosophique, voici maintenant 4 courtes réflexions bienveillantes de l'auteur français Christian Bobin
tiré du livre Noir clair, publié en 2015. Christian Bobin est l'un de mes auteurs préférés. Il a écrit des romans, de la poésie, mais beaucoup de réflexions sur la vie et sur les rapports humains. Donc voici. J'ouvre la malle en osier où sommeille ta petite robe de soie, ta veste hippie, tes foulards comme des oiseaux coupés dans l'arc-en-ciel. Si les femmes multiplient chaussures et robes, c'est qu'elles cherchent en vain le poème. Ces chiffons sont devenus le linceul coloré de ton ombre sur la terre. Puis, léger comme un rayon de lune, sensible aux moindres nuances de ton souffle, le foulard à ton cou savait tout de ton âme. Et puis, il y a des gens, on voudrait qu'ils parlent tout le temps, que leur voix dure jusqu'à la fin du monde. J'aimais t'entendre. J'aimais entendre les accidents de ton souffle, cette corde pincée d'un soleil dans ta voix. Et finalement, dans notre voix, nous transportons notre enfance, comme sérum le sac Tati qui contient toute leur vie. Je vais finir cette séance de lecture avec les paroles de la chanson Les feuilles mortes, écrite par le poète français Jacques Prévert en 1945 et popularisée par le chanteur et acteur français Yves Montand à partir de 1949. On a encore l'occasion d'entendre cette chanson lors d'émissions de télévision ou à la radio. C'est vraiment magnifique. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte. Dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Mais mon amour silencieux et fidèle sourit toujours et remercie la vie. Je t'aimais tant, tu étais si jolie. Comment veux-tu que je t'oublie? En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Tu étais ma plus douce amie. Voilà, ça conclut la séance de lecture pour aujourd'hui. J'espère que les textes choisis vous ont plu et je vous dis à la prochaine. Au revoir.